Chères Inimontaines, chers Inimontains, je suis ravi de vous accueillir ce soir dans ce format un peu particulier lié à la crise sanitaire que nous traversons, mais j'espère que vous saurez apprécier ce moment que nous avons voulu vous donner avec l'équipe municipale pour vous présenter les projets de cette année. Avant de poursuivre, je tiens à remercier l'ensemble du personnel municipal. Celui-ci, depuis des mois, fait preuve d'un investissement énorme pour pouvoir vous accompagner au mieux et pour pouvoir vous proposer le meilleur service public malgré les circonstances. Et tout cela, je pense qu'il faut en être conscient. Et donc, tout ce personnel municipal, sous la houlette de sa directrice générale des services, Karine Loss, je me permets, en votre nom et au nom du conseil municipal, de les remercier chaleureusement. Alors ce soir, vous verrez, c'est une innovation, c'est la première fois que nous faisons ça à Montigny, c'est une réunion en direct, alors forcément, il y aura des couacs, il y aura des erreurs, des lapsus, certains chercheront leurs mots, mais ça gagnera en spontanéité ce que ça perdra en perfection. La période des fêtes de fin d'année et le lancement d'une nouvelle année est un moment que l'on aime faire en famille. Eh bien moi, c'est avec la famille Montigny Ensemble que j'ai souhaité vous la présenter, ainsi qu'avec des représentants du conseil municipal des jeunes. Mais ne perdons pas de temps, commençons tout de suite avec le premier sujet, un sujet ô combien important, je veux parler du cadre de vie. Et nous accueillons pour cela Catherine Bastoni, adjointe en charge, bonsoir, en charge des finances, ça c'est mon premier couac, en charge des finances et la transition écologique, et Bruno qui est en charge aussi des espaces verts, des voiries, et lui aussi est quelqu'un qui intervient beaucoup sur tout ce qui touche à l'écologie. Alors, nous avions normalement une troisième personne qui devait être présente avec nous et qui devait même débuter la présentation. Il s'agit de Philippe Brunel, maire adjoint en charge de l'urbanisme et de l'aménagement, qui ce soir malheureusement est souffrant et donc qui m'a demandé de le représenter. Philippe, j'essaierai de le faire au mieux. Pardonne-moi si je ne le fais pas aussi bien que toi. Le premier sujet que nous souhaitions aborder dans le cadre de ce cadre de vie, c'est celui de l'hypercentre et de sa réhabilitation. Vous le savez, c'est un dossier que nous suivons maintenant ensemble, les habitants et le conseil municipal et Saint-Quentin-en-Yvelines depuis bientôt 3 ans. Et donc, je vous propose de découvrir quelques perspectives du devenir de ce secteur dont la concertation, comme je le disais, a démarré il y a un peu plus de 2 ans. Si Philippe était là, il me dirait que les études avec Saint-Quentin-en-Yvelines se poursuivent. Le dialogue avec Alliance et Altarea, le nouveau propriétaire et gestionnaire du centre commercial Espace Saint-Quentin, est constructif. Et je peux vous dire que le projet est le reflet de la concertation que nous avons eue avec vous et qu'il prend aussi en compte évidemment les contraintes techniques multiples. Ce sera donc un chantier énorme qui va complètement transformer l'image de cette partie de la ville de Montigny qui, rappelons-le, est non seulement le cœur de Montigny mais aussi le cœur de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors parmi les plans, vous avez, qui apparaît à l'image, la transformation bien sûr de la gare. C'est un dossier extrêmement important qui a débuté il y a quelques mois, qui vise à rendre la gare plus accueillante, accessible, avec l'élargissement des 3 quais, 3 ascenseurs, 2 travellators. C'est aujourd'hui le 3e plus gros chantier pour la SNCF d'Île-de-France, avec un budget de 43 millions d'euros. Nous avons ensuite l'immeuble Le Natif qui va bientôt être livré, que vous voyez à côté de la gare, le long de l'avenue du Centre et le long de la place Choiseul. Cet immeuble de bureau qui vient à remplacer l'ancien immeuble de la Poste aura 18 000 m² de bureaux et son occupant sera la société Orange. Nous avons le Premium qui est lui l'ancien immeuble INSEE lorsque vous êtes rue de la Gare. Et dans cet immeuble Premium, nous avons, et là nous en sommes très fiers avec mon équipe, un projet de co-living avec 250 logements, le co-living étant une forme d'habitat aujourd'hui qui intéresse particulièrement les jeunes. Et dans cet immeuble, nous aurons également 3000 m² de bureaux. L'anneau rouge, ça c'est un dossier que vous connaissez bien et sur lequel nous allons revenir dans peu de temps. C'est cet immeuble qui entoure la place de la gare, qui masque donc la ville lorsque l'on sort de la gare et qui masque la gare lorsqu'on est sur l'avenue du Centre. Nous avions fait, rappelez-vous, un plan guide en 2011 et dans le cadre de cette réflexion, vous aviez demandé et nous avions entériné la démolition de cet immeuble de bureaux
pour permettre à la place la réalisation de bureaux, mais de part et d'autre de la gare et non pas cachant cette gare. C'est chose faite aujourd'hui, les travaux de démolition vont bientôt débuter et donc un nouveau projet beaucoup plus ouvert, beaucoup plus qualitatif verra le jour avec 23 000 m² de bureaux et 700 m² de commerce. Des commerces très importants avec ceux que nous aurons aussi au pied du Premium. Cela commencera à assurer une continuité commerçante qui existe déjà aujourd'hui sur l'avenue du Centre mais que nous allons étendre sur l'Est. Alors cette réhabilitation de l'hypercentre, ce sont des bâtiments, mais ce sont aussi des espaces publics. C'est essentiellement là-dessus que portait la concertation. Ça porte sur l'avenue du Centre, la place Pompidou, le quai Truffaut et le canal. Et là, c'est 25 millions d'euros de travaux qui vont être faits pour aménager ces espaces publics. Et à cela, il faut ajouter également la réhabilitation du théâtre de Saint-Quentin, qui va connaître une extension sur son parvis pour mieux accueillir demain les spectateurs, mais aussi un espace de restauration, café, qui sera situé au premier étage et qui lui viendra sur l'ouest apporter aussi un pendant à ce qui va se passer du côté de l'Anneau Rouge et du Premium. Alors vous vous rappelez le schéma qui avait organisé l'aménagement de toute la réflexion de ces espaces. Et voici quelques images aujourd'hui que nous pouvons vous présenter avec beaucoup de plaisir. Vous voyez à gauche la situation actuelle et à droite l'état projeté avec les travaux. On voit une grosse diminution évidemment des voiries sur ces espaces et donc une extension des espaces piétonniers, la plantation d'arbres, la possibilité pour les restaurants d'étendre de très grandes terrasses et aussi demain, pourquoi pas, la scène nationale en tout cas est très motivée sur ce sujet, pouvoir présenter des spectacles hors les murs d'ici quelques temps devant la scène nationale. Sur l'avenue du Centre, la transformation est radicale, elle aussi, puisque vous le voyez, entre la situation actuelle et demain, nous aurons une moitié de la voirie qui servait aux véhicules, qui demain sera rendue aux piétons. Donc là aussi, espace vert, des terrasses agrandies, mais aussi des circulations douces améliorées pour permettre l'accès jusqu'à la gare, et puis de la gare, bien sûr, de pouvoir se rendre où l'on veut, et ça, autrement qu'en voiture. Et notre bassin, auquel vous êtes très attachés, ça nous l'avons bien entendu, mais ce bassin était gigantesque, il occupait tout l'espace. Demain, vous le voyez, nous avons l'opportunité, car à cet endroit-là, contrairement au reste des terrains que je vous ai présentés, nous sommes en pleine terre, donc nous pourrons planter de grands arbres et nous pourrons aussi avoir des espaces de verdure. Et donc, au beau jour, eh bien, nous pourrons aller nous installer sur l'herbe, sous les arbres à l'ombre, au bord de l'eau et à proximité des cafés et des restaurants. Alors, toutes ces images que je viens de vous présenter, je vous ai fait là une présentation raccourcie. Je vous rappelle qu'il y a une réunion publique à nouveau dans 2 jours, donc le 19 janvier en soirée, avec une inscription en ligne. Et là, nous pourrons à la fois vous présenter ça de manière beaucoup plus détaillée, mais nous pourrons aussi vous parler d'autres sujets qui vous intéressent. Ça faisait partie des questions que vous avez pu poser avant cette réunion. Et dans ces questions, il y en avait une sur le devenir de SkyWest. Eh bien, nous aurons le plaisir de vous expliquer ce qui va s'y dérouler. Mais je peux déjà vous dire ce soir que d'ici la fin de l'année 2022, SkyWest aura retrouvé à tous ses étages des locataires. Et il y avait également une question sur les bornes de recharge. Et là-dessus, évidemment, nous pourrons aborder ce sujet. Sachez que cette année, nous allons, avec Saint-Quentin-en-Yvelines, déployer des recharges sur le territoire de Montigny. Alors, le fait de réduire les îlots de chaleur, de moins minéraliser l'hypercentre au profit d'espaces verts et arborés, je ne peux faire que plaisir à Bruno, l'ami des arbres. Oui, effectivement, Laurent, j'en suis ravi, bien évidemment, mais je pense ne pas être le seul à Montigny. Revégétaliser le cœur de ville, ça a une grande importance pour le bien-être de chacun. Et c'est ce que nous faisons depuis des années, dès que nous pouvons, pour l'aménagement de Montigny. Nous nous efforçons de trouver l'équilibre entre la ville et la nature. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a permis d'être reconnus par l'Agence pour la biodiversité ou la Ligue de protection des oiseaux. Alors au-delà des actions, nous faisons aussi des actions de sensibilisation de divers publics. Je pense notamment au dernier projet aidé par la région qui est arrivé 7e sur 546 et qui sera le terrain de jeu de Philippe Chaplet, notre animateur du pôle Sciences et Nature. Il interviendra auprès des élèves des écoles et des centres de loisirs, mais également à l'intention des habitants
au fil des saisons sur des thèmes divers. Nous soutenons aussi des projets associatifs pour les particuliers ou les associations, comme par exemple l'éco-pâturage et le verger participatif mené par Sky autour du bassin de la Sourderie. Nous accompagnons les résidences au développement de composteurs collectifs ou de quartiers et de projets de jardins partagés. Enfin, nous avons également mis en place il y a plusieurs années un permis de planter qui permet à chaque habitant d'être acteur de son cadre de vie. Par ailleurs, suite à une question sur le parc Alain de Chédeville qui a été posée tout à l'heure concernant ce parc à la Sourderie Nord, je vous confirme qu'il y aura bien un réaménagement de ce site en lien avec Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors c'est vrai, le parc Chédeville, la question nous a été posée et c'est vrai qu'en introduction, je ne l'ai pas évoqué, mais nous vous avions invité à poser des questions avant cette réunion et l'essentiel des questions, vous le verrez, trouveront leur réponse dans chaque présentation de thème que nous allons faire. Et puis, à chaque fin de thématique, je répondrai aussi à une question, puisque vous avez la possibilité ce soir, pendant ce direct, de nous poser des questions. Bruno, est-ce que tu peux aussi nous parler du plan vélo, pour lequel notre monsieur vélo, Jérémy Jouglet, est à la manœuvre en lien avec ta délégation voirie? Oui, Laurent. Un travail important a été mené sous la houlette de Jérémy avec les conseils de quartier et également un groupe d'étudiants en master sécurité des transports à l'université Versailles-Saint-Quentin. Nous sommes en train de finaliser un diagnostic du réseau cyclable Igny-Montin en prenant en compte bien évidemment les circulations mais aussi leur signalisation et le stationnement. Et en 2022, nous avons la volonté forte d'intervenir sur ce dernier point qui a été remonté par l'ensemble des conseils de quartier et qui semblait une priorité. Donc le renforcement des parkings vélos va donc commencer à la fin de l'hiver, puisque nous avons commandé 120 dispositifs qui permettront d'obtenir 240 points supplémentaires de stationnement sur notre ville. Nous travaillerons également sur un meilleur maillage des itinéraires cyclables sur la base de la carte existante que vous avez pu voir. Et enfin, Jérémy travaille également sur la formation des enfants avec le savoir rouler à vélo. Très bien. Avec les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, Montigny sera donc la capitale du vélo. Catherine, nous avons souhaité, dans le cadre de ce mandat, associer à ta délégation finance celle de la transition écologique. Cela se traduit comment dans le quotidien? Merci Laurent. Oui, alors la transition écologique est sans doute le défi majeur de cette première moitié du siècle, que ce soit pour les États et les acteurs publics, économiques, mais aussi les citoyens. La première action de ce mandat a été d'inclure dans chaque marché, par la commande publique, des critères sociaux et environnementaux. Mais au-delà de la commande publique, c'est l'ensemble de l'action municipale qui intègre cette nouvelle dynamique et la transition écologique, comme vous le verrez au fil de cette soirée. Donc, nous avons choisi d'utiliser le référentiel des 17 objectifs de développement durable, qui est un cadre de référence commun pour les acteurs publics, économiques et les citoyens. Enfin, j'aurai prochainement le plaisir de vous présenter le premier rapport de développement durable de Montigny. Celui-ci, vous le verrez, met en lumière les actions déjà menées au quotidien sur notre ville. Elles sont nombreuses et mieux les connaître nous permettra tous ensemble d'amplifier la démarche. Alors merci à vous deux, j'aurais dû dire merci à vous trois si Philippe était présent, mais il est présent avec nous en pensée et on pense bien à lui. Donc merci pour ces éléments que vous avez pu nous donner. Je crois qu'il y a une question qui nous a été posée sur le fait d'aider les immeubles à suivre l'élan des HLM en ce qui concerne les ravalements, comme par exemple peser sur les sociétés pour faire baisser les coûts de ravalement. Alors c'est un petit peu compliqué de faire la pression sur des entreprises privées pour qu'elles puissent diminuer leurs coûts. En revanche, sachez qu'à Saint-Quentin-en-Yvelines, il existe une agence de l'ALEC et que celle-ci peut tout à fait vous aider justement à construire votre projet, vous indiquer les bonnes sociétés sur qui vous pouvez vous appuyer en confiance pour faire les travaux et pour connaître toutes les subventions auxquelles vous pourriez avoir droit. Donc je vous invite à vous diriger vers l'ALEC.
Alors, améliorer notre cadre de vie, c'est aussi favoriser au mieux le vivre ensemble et le faire ensemble. Et cela dans un souci aussi bien de sécurité des biens et des personnes. Alors, je suis heureux d'accueillir à présent Marie-Pascale Caron et Alain Junès. Alain, avant d'évoquer ta délégation dans la sécurité et la citoyenneté, puisque tu es médecin, je souhaite revenir un instant sur notre belle maison de santé pluriprofessionnelle universitaire, et j'ai dit tout ça sans trébucher. C'est un magnifique projet que tu as aussi porté pendant plusieurs années avec tes collègues médecins et qui est déjà entré dans le quotidien des Igny-Montins. Compte tenu de la situation sanitaire, nous n'avons malheureusement pas pu organiser une véritable inauguration. Je te propose donc de faire une visite accélérée de l'équipement qui fonctionne déjà depuis plus d'1 an à plein régime et nous t'écoutons nous faire la visite. Eh bien oui, cette maison de santé pluriprofessionnelle universitaire a ouvert maintenant ses portes il y a quelques mois et effectivement, comme le dit Monsieur le maire, elle fonctionne très bien. L'idée était de lutter contre la désertification médicale annoncée et de permettre à des jeunes médecins de s'installer. Cette structure donc universitaire qui est en partenariat avec l'Université Versailles-Saint-Quentin permet non seulement la formation des futurs médecins, mais aussi l'exercice en commun avec d'autres professions, notamment des professions paramédicales. Elle a pour but de permettre à ces jeunes médecins à terme de remplacer leurs aînés et de s'installer donc dans des cabinets qui ont été volontairement aménagés de manière extrêmement agréable pour permettre d'exercer leur profession dans les meilleures conditions. Et c'est vraiment un projet très, très important parce qu'à terme, c'est toute l'offre de soins qui est pérennisée par cette structure. Oui, alors merci Alain et merci à tes collègues pour ce très très beau projet qui rencontre un succès extrêmement fort puisque à peine 1 an après son ouverture, nous avons déjà des demandes pour pouvoir pratiquer l'extension de cette structure, ce qui veut donc dire que l'objectif que nous poursuivions en construisant cette maison de santé est rempli puisque l'objectif était de fixer de nouveaux médecins sur le territoire de Montigny. C'est donc chose faite. Tout à fait. Mais revenons à notre sujet, celui de la sécurité. Alors, statistiquement, il faut le savoir, il faut le rappeler, Montigny a un niveau de délinquance qui est bas et qui est en tout cas bien plus bas que le niveau de la moyenne nationale. Toutefois, c'est vrai qu'il existe aujourd'hui de nouveaux phénomènes que nous rencontrons un peu partout. Je pense aux rodéos de moto, je pense aussi aux tirs de mortier, qui perturbent notre tranquillité au quotidien et c'est un sujet qui préoccupe les habitants. Dans ce contexte, j'ai souhaité organiser une visite avec Monsieur le préfet des Yvelines et Madame la procureure de la République et j'espère que cette visite pourra avoir lieu au cours du premier trimestre 2022. Vous le savez, la sécurité est une priorité pour la ville et justement nous y mettons les moyens. Alain, à ce sujet, peux-tu nous présenter rapidement l'organisation et les missions de la police municipale ? Alors, la police municipale, les missions principales de la police municipale, en complémentarité avec la police nationale, c'est d'assurer de la médiation, de la prévention de la délinquance, bien sûr, mais d'assurer aussi la surveillance de nos rues, de nos quartiers, de tous les lieux publics, de réguler le stationnement, et puis accessoirement aussi d'assurer le bon ordre des diverses manifestations qui peuvent être organisées sur la ville, gérer les objets trouvés, sécuriser les sorties d'école, s'occuper des chiens errants et puis quand ça se présente, de mettre en fourrière aussi les véhicules abandonnés. Et alors, combien d'agents pour ça ? Alors, l'effectif de la police municipale est actuellement de 28 personnes, avec 15 policiers municipaux. Nous avons aussi 11 agents de surveillance de la voie publique et un agent administratif. Alors, la sécurité en action et en chiffres, c'est 75 caméras de vidéoprotection. Il faut savoir que Montigny a été l'une des premières communes du département à s'installer une vidéoprotection. Mais je citerai aussi l'opération Tranquillité Vacances, très appréciée par nos habitants, et puis la gestion des objets trouvés, la mise en fourrière de véhicules, le dépôt de 5000 mains courantes par an, et puis bien évidemment, quand c'est nécessaire, la verbalisation du stationnement. Alors, pour compléter cette palette de moyens, nous avons évidemment, tu l'as évoqué, les caméras extérieures, les caméras de vidéoprotection, tu disais 75, mais il y a des nouveautés sur 2022. Oui, ces caméras donc, sont régulièrement remplacées quand elles le doivent par des équipements plus performants. Et actuellement, 3 nouvelles caméras vont être implantées dans des endroits stratégiques de la ville. Oui, il y en a une à l'angle de Descartes-Kessel, il me semble. Il y en a une sur la rue Alfred de Vigny. Et il y en aura une à côté du Club Le Village. Oui, tout à fait. Très bien.
Alors nous avons cette caméra de vidéoprotection, mais nous l'avions indiqué dans le programme, nous voulions créer une brigade canine et pour ça un centre de formation. Celui-ci a été créé récemment et nous sommes en train de former 2 autres maîtres chiens, ce qui portera notre effectif de maîtres chiens à 4 sur la commune. Mais la police municipale ne peut pas tout faire et tout ne relève pas de ses prérogatives, comme tu l'as rappelé. Et c'est pourquoi le sujet du partenariat est essentiel. Je pense notamment à nos équipes d'éducateurs de l'ADIR qui sont tous les jours au contact des jeunes des quartiers et déploient des actions d'accompagnement avec les familles pour éviter à certains de faire des bêtises. Je pense aussi au partenariat avec les bailleurs sociaux et les liens noués avec les amicales de locataires, mais aussi avec les commerçants. Marie-Pascale, toi qui es présente lors de toutes les réunions avec les amicales de locataires, que peux-tu nous dire sur la plus-value de constituer ces amicales ? Eh bien, cette année, nous avons permis la création de 3 nouvelles amicales de locataires et nous accompagnons toujours les amicales existantes. Nous organisons des réunions en mairie en présence des bailleurs sociaux, des représentants des associations de locataires et de la mairie. Et en fait, notre rôle est dans les faits un rôle de tiers de confiance. Nous tenons à jour le tableau de bord des actions à mener, voilà, et nous sollicitons des réponses concrètes du bailleur concerné et un calendrier d'exécution. Et il faut reconnaître que cette organisation-là, elle change les choses dans le bon sens, les choses bougent vraiment dans le bon sens et les locataires s'en rendent compte, notamment sur la réactivité du bailleur et surtout d'avoir un contact. Très bien. Merci Alain et Marie-Pascale. Vous le voyez, notre priorité est de faciliter le vivre ensemble et d'ailleurs, pour le faire vivre, nous comptons sur les politiques sportives, culturelles, jeunesse et d'entraide. Avant d'accueillir les élus qui s'occupent de cela, je vais regarder s'il y a une autre question. Et oui, donc sur la thématique de la sécurité, nous avons de plus en plus d'insécurité dans la rue du Canal et dans toutes les rues piétonnes du centre-ville. Avez-vous prévu d'avoir une police municipale efficace qui sécurise réellement le quartier ? Alors au-delà des réponses que vous venez d'avoir dans le cadre de cette présentation qui vous a été faite, il y a un sujet très important et qui rejoint ce que j'évoquais en tout début de réunion, c'est tout le travail que nous menons sur le réaménagement de l'hypercentre. Parce que c'est vrai que cette zone de la ville est particulière par rapport au reste, puisque, nous l'avons dit, c'est le centre de l'agglomération, c'est un lieu où vous avez énormément de monde qui passe et qui est présent non seulement en soirée comme sur les autres quartiers, mais aussi en journée, toute la semaine. Et donc, c'est vrai qu'il nécessite un traitement particulier. Et l'aménagement que nous envisageons de faire sur l'hypercentre, c'est aussi, on a parlé de la place de la Gare, le fait de retirer l'anneau rouge, par exemple, dans l'urbanisme, d'éviter tous ces points où l'on ne voit pas ce qui se passe devant nous, mais au contraire d'avoir les espaces les plus dégagés possibles, les plus lisibles possibles, pour contribuer à la sécurité. Et donc, c'est tout le travail que nous allons mener dans les prochains mois et prochaines années pour que la sécurité s'améliore encore sur le quartier centre et bien sûr sur l'ensemble de la ville. Alors, je parlais du bien vivre ensemble. Et pour ça, évidemment, nous avons différents sujets, le sport, la culture, la jeunesse, l'entraide. Et donc, j'invite tout d'abord Michel Cretin, Marie Toussaint et Claire Dizès à me rejoindre. Voilà un trio qui va nous faire bouger, voyager et nous engager. Michel, avec les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, nous avons un dossier incroyable, un challenge à relever. Tu vas nous mettre du sport partout ? Oui, Laurent. Et d'ailleurs, comme évoqué dans notre programme pour Montigny, nous allons, en 2022, installer un City Park au Manet, à proximité du gymnase de la Domegue. Mais, un City Stade. Un City Stade. Ah, oui. Je dis quoi ? Oui, mais t'inquiète, je me suis trompé aussi. On a le droit ce soir. Mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi agrandir le dojo du gymnase de la Domegue. Et nous nous réjouissons de la métamorphose du club Le Village qui va accueillir des terrains de futsal. Entre autres. Entre autres. Nous lançons également la campagne d'identification des habitants volontaires pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. En effet, nous avons la chance, en qualité de collectivité hôte, de pouvoir proposer une liste de volontaires avant l'ouverture au grand public. Notre objectif est d'identifier 330 volontaires. Ce groupe doit être paritaire, avec une majorité identifiée au sein des associations
mais aussi des personnes issues d'autres publics, notamment en insertion par exemple. Et là, je compte sur la délégation de Marie pour que l'on crée un véritable réseau. Merci Michel. Et oui Michel, tu peux compter sur moi, effectivement. L'entraide et le bénévolat sont une plus-value sociale pour tous. Prochainement, nous allons ouvrir sur le site de la ville le portail Assolib. Qu'est-ce qu'Assolib? Assolib, c'est une plateforme, c'est un espace qui nous permettra d'améliorer le référencement des activités des associations, leur donner plus de visibilité. Et avec Assolib, on pourra mettre en relation les bénévoles et les associations. C'est quelque chose qui est demandé de part et d'autre. Et avec Assolib, on pourra aussi, ça sera aussi utile pour la dynamique des JOP 2024. Donc j'ai répondu à ta question. Je serai là, nous serons là. Et puis, des idées, on devra en avoir d'autres. Puisque dans le premier trimestre, ce premier trimestre, nous allons lancer l'appel à idées via le budget d'investissement avec les conseils de quartier sur la plateforme participons.montigny78.fr. Et je compte sur vous tous, chers Ennimontains. Merci, à très vite. Alors avec les JOP, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi avec les championnats du monde de cyclisme sur piste en fin d'année, Montigny et Saint-Quentin vont se conjuguer à l'international. Mais à Montigny, nous avons l'habitude, depuis 30 ans, de l'international, avec nos villes, nos amis des villes jumelles. Claire, est-ce que tu peux nous parler du programme 2022 avec les villes jumelles? Oui, bien sûr, mais il faut admettre que depuis 2 ans, avec la crise sanitaire, le plaisir de partage avec nos villes jumelles a été assez compliqué. Mais nous sommes confiants pour 2022, avec une actualité assez chargée. Et je pense notamment aux 30 ans de jumelage avec nos amis de Denton, en Angleterre, mais également au nouveau format de Europe en scène, qui va devenir cette année Europe en sport. JOP 2024 oblige. Mais nous avons également gardé le contact avec nos villes jumelles et avec nos amis européens grâce à la visioconférence. Alors merci les sportifs, merci le lien et l'entraide, merci les villes jumelles. J'invite à présent Karima Laklaki Nfissi, José Cachin et des représentants du CMJ à me rejoindre. Alors, nous avons une question sur la façon dont la commune se prépare pour les JO. Les citoyens peuvent-ils contribuer dans la préparation de cette échéance sportive majeure? Oui, absolument. Nous y tenons particulièrement. Il y a ce que vient d'évoquer Michel avec la constitution d'un pool de 330 bénévoles. C'est quelque chose de très ambitieux par rapport aux attentes qui sont apportées. Il y a aussi tout le travail que nous menons avec Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous avons déjà consulté nos associations pour savoir ce qu'elles souhaitaient mettre en œuvre pendant les 2 années et demie qui nous séparent des Jeux Olympiques. Et puis, nous allons aussi très bientôt, sur ce site Participons, vous proposer, vous aux citoyens, de vous impliquer également de façon à pouvoir nous proposer toutes les idées que vous auriez dans le cadre de l'accueil de ces Jeux Olympiques. Vous le savez, nous souhaitons vraiment faire vivre cet événement le plus fort possible, non pas seulement pendant la période des Jeux Olympiques, mais bien sûr avant et après. Alors, à présent, nous accueillons donc José Cachin, Karima Nfissi et Simon. Bienvenue. Merci. José, avec le Forum des Arts Charles Aznavour, les conditions de développement de la création artistique seront exceptionnelles. Pour donner envie de découvrir cet équipement, voici des illustrations photographiques du site qui en dévoilent un tout petit peu avant l'ouverture.
Cher Laurent, j'ai envie de te dire que les images parlent d'elles-mêmes. Et oui, c'est une véritable prouesse technique, ce Forum des Arts. C'est une grande réussite et c'est une grande fierté pour Montigny-le-Bretonneux. D'ailleurs, à ce propos, les Illymontains pourront, dès la mi-mars, visiter cet équipement. Et souviens-toi, la famille Aznavour, que nous avons eu le privilège de recevoir dans le cadre d'une visite particulière, nous a fait part, dès le début, de son engouement pour ce site, pour cet équipement absolument remarquable, et mettra très probablement à notre disposition un certain nombre d'objets rares qui émanent de la collection privée de l'immense Charles Aznavour. Alors, si je comprends bien, la culture à Montigny va encore connaître un essor plus important que celui qu'elle peut déjà avoir aujourd'hui. Tu as un secteur qui est en perpétuel mouvement et ça, c'est extraordinaire. Et la saison là-dedans, est-ce qu'elle va continuer, la saison culturelle ? La saison continue et je profite de ce moment où nous sommes dans ce cadre si particulier pour dire à tous les Illymontains, oui, venez au spectacle, n'ayez pas peur, soutenez nos artistes, nous avons une saison qui est absolument exceptionnelle. Et en plus, dès la rentrée prochaine, nous proposerons, comme nous nous y sommes engagés dans le cadre de notre programme, un abonnement de la saison culturelle. Sinon, José, comment vont nos associations dans la période actuelle ? Dans cette période si particulière, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'ensemble des associations. Et ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que chacune d'entre elles a une envie très forte, toujours plus forte, d'animer notre ville. Et dans ce cadre, nous souhaitons, l'équipe municipale souhaite les remercier très sincèrement pour tout l'investissement dont ils savent faire preuve à chaque instant. Et au travers de tables rondes, nous pouvons d'ores et déjà annoncer que nous allons renforcer encore plus notre collaboration. Tout ceci évoqué, le travail, la performance, l'effervescence, c'est aussi la jeunesse qui l'incarne. Alors Karima, de ce côté-ci, on peut dire que tu proposes un panel de solutions variées pour accompagner nos jeunes. Oui, tout à fait. Bonsoir. Je tenais tout d'abord à rappeler que nous avons un lieu d'accueil, d'orientation et d'accompagnement dédié aux jeunes de 11 à 25 ans, en plein cœur de notre ville. Ils assurent un accueil libre, anonyme et gratuit et j'encourage vivement les Illymontains à les solliciter sans modération. Par ailleurs, en lien avec les maisons de quartier, mais aussi avec d'autres services de façon transversale, nous proposons un panel de solutions pour soutenir financièrement les projets des jeunes. Et je pense notamment au BAFA, donc ce diplôme d'animateur, et puis des animateurs, on en a bien besoin en ce moment. Je pense aussi à la bourse AGI, qui encourage les initiatives des jeunes. Et qui, les jeunes qui sont impliqués dans des projets individuels ou collectifs dans différents domaines, le socio-culturel, la science, le développement durable et bien d'autres. Mais aussi, pour finir, je tiens à dire que les jeunes forment évidemment les citoyens d'aujourd'hui, mais aussi les citoyens de demain. Oui. Et nous tenons absolument à les impliquer dans les décisions qui concernent notre ville. Et ce, via entre autres le Conseil municipal des jeunes, donc le CMJ. Et je peux dire que les jeunes impliqués cette année sont extrêmement investis et motivés. Mais qui mieux que les jeunes pour parler de tout cela ? Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Simon, qui fait partie du CMJ. Simon, si tu veux bien, est-ce que tu peux nous parler un peu de votre implication et de votre actualité ? Oui, bien sûr. Déjà, bonsoir. Alors, le CMJ représente la ville, la jeunesse de la ville, plus précisément. Il fait remonter ses idées et ses besoins et organise des projets citoyens dans différents domaines. 2022 sera une année importante pour le CMJ car nous organisons un rallye sportif et citoyen dans la ville sur le thème des Jeux olympiques et paralympiques. N'hésitez pas à nous contacter d'ailleurs si vous souhaitez y participer. En mai, le CMJ sera renouvelé et des élections seront organisées
dans les établissements scolaires. Et si vous souhaitez nous rejoindre et tenter l'aventure, rendez-vous au pôle jeunesse pour en savoir plus. Merci Simon. Alors vous le voyez, il est formidable. Et les autres membres du CMJ sont comme lui. C'est ça la jeunesse illimontaine et on en est très fiers. Et continuer de nous faire remonter des idées et continuer d'être à nos côtés et de porter une politique au niveau de la jeunesse. Donc merci à vous pour votre engagement qui démarre même très tôt pour certains. Et je remercie encore Simon. Et je vais regarder, oui, est-ce qu'il y a une question qui m'est posée ? Avant, je remercie Karima, je remercie José pour votre participation. Merci Simon, on se retrouve tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des informations sur la date d'ouverture de l'ancien club Le Village? Merci pour votre réponse. Eh bien oui, le club Le Village doit ouvrir ses portes à la rentrée prochaine, donc à la rentrée de septembre, si nous n'avons pas de gros pépins ou de mauvaises surprises, mais pour l'instant, les choses avancent plutôt bien. Et donc, si elles se poursuivent de cette manière, normalement en septembre, vous pourrez retourner là-bas. Je sais que c'est une question qui se pose beaucoup, par exemple, pour les pratiquants de squash ou de badminton qui attendaient beaucoup. J'ai vu plusieurs questions là-dessus. Eh bien, je vous rassure, à partir de septembre, vous pourrez reprendre votre pratique comme vous le faisiez auparavant, mais dans de nouveaux locaux rénovés, dans des bâtiments, dans un équipement absolument magnifique. Alors, donc nous avons à présent Christine, Ketchan et Yannick qui m'ont rejoint, car au-delà de l'attractivité dans une ville, il faut aussi pouvoir grandir, apprendre et s'intégrer. Souvenons-nous de nos enfants depuis le début du confinement, pensons à nos enfants depuis le début du confinement, il faut dire plutôt. C'est compliqué et je crois que ça l'est encore plus aujourd'hui pour les familles de s'organiser, de tout concilier. Nos écoles, nos centres de loisirs, nos crèches s'organisent perpétuellement pour faire en sorte de s'adapter aux protocoles sanitaires qui évoluent au fur et à mesure de la situation. Alors je crois que tous les trois, avec vos équipes, avec les personnels municipaux, on peut le dire, vous êtes devenus des experts de l'adaptation. Christine, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton actualité au sein des crèches de la ville? Oui, bien sûr. Nous sommes actuellement en train de travailler pour définir un programme de travaux au sein de la crèche Comtesse de Ségur. Oui. Notre volonté est d'en faire une structure petite enfance avec une haute performance au niveau énergétique, mais aussi d'en faire une crèche plus accueillante. D'autre part, nous nous efforçons en ce moment de travailler au niveau de l'amplitude horaire des crèches, c'est-à-dire qu'on veut se mettre au niveau de l'actualité, si je puis dire, et d'offrir aux familles des contrats plus adaptés, voire à la carte. Et c'est tout. Pour l'instant. C'est pas rien. C'est pas rien, non, c'est pas rien. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais bon, pour l'instant, il y a 2 axes là. Voilà. Et je tiens à remercier en tout cas tout le personnel des crèches, ainsi que tout le personnel du service petite enfance de la mairie. Oui. Ils ont énormément de travail en ce moment. C'est très compliqué, voilà. Ils sont là, ils répondent présents. C'est pas facile. Donc merci à eux, effectivement. Et puis donc on retient bien la Comtesse de Ségur, des travaux importants qui vont démarrer. Et puis surtout cette transformation au niveau de l'offre aux familles pour encore mieux coller à leurs besoins. Ça, c'est une très belle évolution. La crise sanitaire révèle aussi des situations de fragilité sociale. Heureusement, à Montigny, entre la boutique alimentaire et le CCAS, les ménages fragiles trouvent des solutions. Ketchan, justement, ton service a été fortement impacté et mobilisé, notamment avec la vaccination. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton quotidien, sur le quotidien de ton service? Effectivement, Laurent, le CCAS a un champ d'intervention extrêmement large et cela pour aider au mieux les Illimontains les plus fragiles. L'année 2021 a été une année extrêmement difficile. C'était une année d'adaptation et d'ajustement pour le CCAS. Nous nous sommes transformés en un centre d'appel pour la vaccination. Nous avons eu plusieurs dizaines d'appels par jour, ce qui a permis de coordonner les rendez-vous pour les seniors de 65 ans et plus. Et d'ailleurs, nous continuons à l'heure actuelle cet accompagnement pour nos habitants les plus fragiles, avec la mise à disposition de créneaux pour la vaccination au vélodrome et aussi un accompagnement physique qui se fait via le minibus, donc pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer.
L'année 2022 marque aussi le recrutement d'une chargée des seniors, une personne qu'on attendait depuis un petit moment déjà. Elle a essentiellement pour mission d'améliorer l'accompagnement au quotidien des seniors et de faire le lien avec notre politique renforcée du MAD, donc du maintien à domicile. C'est une préoccupation que nous partageons avec la plupart de nos Igny-Montins. Comment rester chez soi lorsqu'on est malade, lorsqu'on est âgé? Alors nous allons renforcer nos partenariats avec différentes associations et favoriser le plus possible les SIAD, donc les soins infirmiers à domicile. Voilà. Donc c'est l'objectif du CCAS pour cette année 2022, c'est vraiment d'aller le plus possible vers cette population qui est fragile et qu'on ne touche pas forcément. Donc c'est une équipe qui est au complet à présent, qui sera présente pour le repas des seniors et qui aura normalement lieu au mois d'avril, si les conditions le permettent. Oui, alors je sais qu'il est très très attendu ce repas des seniors. Tout à fait. On espère que cette fois-ci, on n'aura pas à le décaler une nouvelle fois. En parlant des plus fragiles, le handicap fait partie de ces fragilités de la vie pour laquelle la ville s'implique depuis longtemps et nous avons le privilège d'accueillir la Fondation Anne de Gaulle. Et nous en sommes très fiers. Il est vrai que nous n'avions pas de structure d'accueil de ce type sur notre commune, alors que nous défendons la prise en compte du handicap depuis toujours sur Montigny-le-Bretonneux. Donc c'est une vraie satisfaction, un vrai bonheur pour nous que d'accueillir cet équipement. Les travaux vont débuter bientôt, mais le partenariat, lui, a déjà débuté. Ketchan, le handicap à Montigny, ce n'est pas nouveau. On continue d'avancer ? Oui, tout à fait, Laurent. La venue de la Fondation Anne de Gaulle avec des personnes en situation de handicap mental, notamment trisomie 21, et l'installation d'un Living Lab va renforcer notre démarche d'inclusion, amorcée depuis de très nombreuses années, avec l'événement phare que tout le monde connaît, qui est la Semaine du handicap. Nous allons à partir de cette année en modifier globalement le format afin d'organiser tout au long de l'année des événements à la fois sportifs, culturels, ainsi que des actions de sensibilisation aux différents handicaps pour qu'à Montigny, l'inclusion soit réelle. Et les Jeux olympiques et paralympiques, donc les JOP, seront aussi l'occasion pour nous d'initier de beaux projets inclusifs. Et d'ailleurs, notre ambition politique sur ce point s'est concrétisée par une très belle avancée, qui est la mise en place d'un accueil pour les enfants en situation de handicap dans nos centres de loisirs. C'est ce qu'on appelle communément des AELI. Mais je laisserai bien évidemment mon collègue Yannick Ledorz en parler. Oui, merci Ketchan. Effectivement, Yannick, on peut le dire, tu as la délégation du moment depuis 2 ans, car la gestion des écoles et du périscolaire en cette période, c'est un véritable casse-tête. Oui, c'est ça, c'est le terme, c'est un véritable casse-tête. C'est vrai que là, on est dans une période quand même qui est très très aiguë du côté de la pandémie. C'est certainement la période la plus délicate qu'on a eu à gérer depuis 2 ans. Et je voudrais vraiment insister et rendre véritablement hommage, et un hommage marqué à l'ensemble des enseignants. Il y a toutes nos équipes municipales, les animateurs, les ATSEM, les personnels de cantine et l'ensemble du service scolaire et périscolaire. Il faut bien comprendre que maintenir nos accueils ouverts, c'est un véritable tour de force. On décide parfois, la veille pour le lendemain, de devoir, par exemple, réduire les amplitudes horaires, tant l'épidémie touche aussi tous nos animateurs et nos personnels. Mais malgré cela, on a toujours de l'ambition, on a toujours du dynamisme et des projets. Donc Ketchan en a parlé, on a ouvert à compter de septembre dernier l'AELI, donc c'est-à-dire c'est un accueil pour les jeunes enfants qui présentent des troubles autistiques ou des troubles cognitifs au centre de loisirs du Manet. Donc le mercredi, pendant les vacances scolaires, on peut aussi donc les accueillir au même titre que tous les enfants. Et c'est vraiment un pas très important vers l'inclusion de tous qu'on sait déjà si bien mettre en œuvre à Montigny. Alors, dans un autre domaine totalement différent, le domaine de la sécurité, on va, à compter de cette année, déployer des dispositifs de prévention des risques pour renforcer la sécurité de toutes nos écoles. Alors, si mes calculs sont bons, ce sont 191 classes plus toutes nos structures de centres de loisirs qui vont être équipées.
Et dans un autre sujet vraiment différent, sans transition devrais-je dire, et en même temps c'est de la transition écologique, nous avons équipé nos centres de loisirs, en tout cas d'abord le centre de loisirs du Manet d'un composteur pour tenter de réduire, et d'ailleurs nous arrivons à le faire, nos déchets alimentaires. Et on a vocation à répliquer ce dispositif sur l'ensemble des centres de loisirs de la ville de Montigny. Et puis dans nos écoles, là aussi, on accompagne toujours les écoles qui sont investies, engagées dans les dispositifs d'éco-label. Et nous avons décidé d'équiper toutes les classes, là encore, de poubelles de tri sélectif, là encore pour mieux valoriser encore les déchets. Et puis, il y a aussi un autre dossier qui est très important, celui de la restauration scolaire. Et là, je m'adresse aux parents. Vous allez bientôt recevoir, dans le cadre de la réflexion qui est menée avec l'agglomération sur la cuisine centrale, un questionnaire qu'on vous demande vraiment de remplir très attentivement parce que ça va nous aider à monter ce projet d'une cuisine centrale qui soit réaliste, concrète et surtout à coût maîtrisé. Donc, bon questionnaire et bon appétit. Alors, ça tombe bien Yannick, si on va encore mieux manger dans les cantines de nos écoles, car je me suis engagé à aller manger une fois par trimestre avec toi dans une de nos écoles. Donc nous pourrons vérifier ainsi l'évolution et la qualité des plats proposés. Absolument. Merci à vous de faire en sorte d'accueillir tout le monde dans les meilleures conditions. Un grand merci à vous. J'ai une question. En cette période délicate dans les écoles, les remplacements des maîtres, maîtresses d'école peinent à être assurés et le rectorat est aux abonnés absents. La ville a-t-elle les moyens d'assurer l'accueil des enfants, en particulier en maternelle, en cas d'absence répétée qui engendre de grosses difficultés pour les familles? Alors là-dessus, Yannick vous l'a expliqué, Yannick Ledors vous l'a expliqué, c'est vrai que c'est un véritable tour de force et pas uniquement pour Montigny-le-Bretonneux, mais pour toutes les collectivités. C'est pour cette raison que nous avons adressé un courrier avec mon collègue Jean-Baptiste Amonique, maire de Villepreux, et 35 autres maires des Yvelines, au Premier ministre, pour les interpeller sur ces protocoles qui rendent, tels qu'ils sont mis en place aujourd'hui, la situation beaucoup trop complexe, empêche les enseignants de pouvoir pratiquer ce pourquoi ils sont là en principe, c'est-à-dire enseigner, mais ils ont des tas d'autres contraintes. Et pour notre personnel aussi qui intervient dans les écoles, tout ce qui se passe actuellement complique énormément la tâche et donc je ne peux pas m'engager. Comme vous le disiez Yannick Ledors, nous essayons de faire au mieux. Les personnels essayent, dès qu'ils le peuvent, dès qu'ils sont en droit de travailler par exemple, d'être présents sur place et de pouvoir assurer le périscolaire par exemple. Mais c'est un exercice extrêmement difficile. Mais j'ai fait le tour des centres de loisirs la semaine dernière et j'ai vu des équipes extrêmement motivées. Donc là encore, nous les saluons beaucoup ce soir, mais je crois que c'est très important. Alors maintenant, j'ai à mes côtés Davy, Joseph et Régis. 2022 sera connecté pour être au plus proche des usagers du service public. Le télétravail et les périodes de confinement nous ont démontré la nécessité de communiquer rapidement et autrement. De ce constat, le site de la ville va faire peau neuve. Après 10 ans d'existence dans sa forme actuelle. Régis, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les objectifs du futur site ? Lorrain, comme tu l'évoquais, en fait, nous sommes en train de travailler sur un nouveau site serviciel. Ce site, il devrait être plus lisible, plus pratique pour faciliter toutes les démarches administratives des Igny-Montins. Et cela en gardant une sobriété, je dirais, numérique et avec une empreinte environnementale modérée. Voilà. Et en plus, il faut que ce site soit accessible à tout le monde, à tous les types de handicaps qui pourraient être amenés à regarder. Et on doit répondre aussi à la confidentialité des données. Donc, il faut faire très attention à tout ça. Et donc, on travaille actuellement sur ça. Voilà. Ah oui, c'est le RGPD. On connaît tous ça depuis quelques temps. À chaque fois qu'on circule sur Internet, on a des demandes de hockey qui arrivent en permanence, effectivement. Et nous devons évidemment le faire sur le site de la ville. C'est une exigence et c'est indispensable. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec ce que va faire Régis et les services de la ville, nous allons avoir un nouveau site qui sera beaucoup plus en capacité de répondre à vos besoins et c'est vraiment notre objectif. Un point aussi sur lequel je peux répondre du fait que cela fonctionne bien, c'est que vous savez trouver la mairie quand il faut, au regard du nombre de courriers et de courriels que je reçois et que je prends toujours autant de plaisir à lire chaque jour avec mon cabinet. Alors, nous avons parlé du site de la ville, il y a un certain nombre d'applications aussi qui existent, les réseaux.
Interfacer les applications, c'est pratique, mais cela demande aussi de moderniser nos outils numériques pour qu'ils se structurent. Je prends l'exemple des nouveaux horodateurs qui vous permettent de payer enfin par smartphone, notamment, et de gérer à distance votre stationnement. Davy, est-ce que tu peux nous faire un point, s'il te plaît, sur l'avancement des outils numériques dans nos écoles et au sein de l'administration? Oui, tout à fait. Nous avons remplacé les outils numériques obsolètes dans les écoles élémentaires et nous avons aussi mis en place des classes mobiles avec des iPads. C'est un investissement important pour la ville, mais ça nous permet d'accompagner l'éducation nationale dans des pratiques pédagogiques innovantes. La modernisation concerne aussi d'autres domaines, comme par exemple la prise de rendez-vous à l'hôtel de ville. Et ça nous permet en même temps de garantir les services à la population tout en respectant les conditions sanitaires. Nous avons aussi d'autres projets, en particulier la dématérialisation des démarches. Et nous allons avoir bientôt une nouvelle version du portail famille. Alors pour nous, c'est très très important parce que l'évolution des outils numériques nous permet de garantir les services et la qualité de nos services. Voilà. Alors nos outils de promotion et de communication que nous proposons sont aussi utiles pour les commerçants. Je crois, Joseph, que tu veux nous présenter justement le premier clip d'une série à venir portant sur l'ensemble de nos centres commerciaux de proximité. Monsieur le maire, la ville se mobilise sur tous les fronts pour maintenir et encourager l'offre de commerces locaux. Ainsi, après l'application pour l'achat local Shopping Sky lancée par l'agglomération, après l'exonération de la taxe pour l'extension des terrasses, la ville lance une série de clips vidéo de promotion de nos centres commerciaux de proximité. Ils sont une dizaine. Il s'agit de découvrir les services proposés par les commerçants, l'intérêt de l'offre de l'achat local pour l'occasion de ce vœu. L'intérêt de l'offre de proximité en suivant un habitant par centre commercial dans ses habitudes d'achat local. Pour l'occasion de ces vœux, j'ai l'honneur de vous présenter le premier clip de cette série, Nos commerçants au cœur de nos quartiers. Il s'agit du centre commercial de la Marcaillon. Chaque mois, nous pourrons découvrir l'un d'entre eux. À Montigny-le-Bretonneux, nos commerçants de proximité sont essentiels au bien vivre ensemble auquel nous sommes tant attachés. Découvrons ensemble le centre commercial de la Marcaillon situé au plan de l'église à travers les yeux d'une habitante. Composé de 13 magasins, ce centre commercial propose une offre diversifiée de services ouverts en semaine et en week-end. À la Marcaillon, on s'occupe de vous, de votre bien-être et de votre santé. On peut manger sur place ou emporter, en journée comme en soirée. À la Marcaillon, on peut profiter de créations d'artisans, de leurs conseils et de leur sourire. Au plaisir de vous retrouver. Alors oui, nous les aimons, nos commerces de proximité, et nous sommes très fiers de pouvoir vous présenter ces petits clips qui vont, je l'espère, être partagés sur les réseaux pour faire connaître ces commerces et donner encore plus l'envie aux habitants, mais pas seulement les habitants de Montigny, à ceux qui habitent autour, à ceux qui habitent partout, de venir dans nos commerces parce qu'ils auront un accueil et une qualité de service et de produits exemplaires sur la ville. Alors Joseph, merci pour ton implication auprès des commerces. Nous évoquons là les commerces sédentaires, mais il y a aussi la volonté de développer l'offre de commerce ambulant en complément de la nouvelle dynamique du marché de la place Étienne-Marcel. Oui, tout à fait. Je vous attends sur le marché, notamment au sein du carré des convivialités.
Et avec mon service, on souhaite proposer un maillage de commerçants ambulants, variés et de food trucks. J'ajoute que le nouveau délégataire du marché est attaché à proposer plusieurs temps d'animation tout au long de l'année sur le marché, avec des animations thématiques notamment. Alors c'est vrai que ça c'est une question que nous avons reçue. Est-ce qu'il y aura des animations sur ce marché? Eh bien oui, Joseph vous répond. Vous aurez bien des animations qui se dérouleront pendant l'année. Et vous avez bien entendu, Joseph vous attendra le samedi matin dans le carré de convivialité pour un moment de détente et un moment sympathique au sein de notre marché. Je vous encourage vraiment, pour l'instant nous sommes dans la période de transition, donc il faut évidemment que les choses se mettent en place, mais dans quelques temps nous aurons une meilleure visibilité sur ce marché en termes d'offres et d'organisation. Je vous invite à partir de là à vous y rendre, car si nous nous mobilisons pour vous offrir un beau marché, il ne pourra fonctionner que si vous êtes présent, que s'il y a de la clientèle. Donc mobilisez-vous, venez, et bien sûr pour que ce marché soit beau, nous comptons sur le délégataire que nous avons choisi. Alors je vous remercie tous les trois. J'ai une question sur le centre commercial de la Sourderie. Quelqu'un qui me demande si le projet que nous avions évoqué dans le cadre du programme de la refonte du centre commercial de la Sourderie est toujours dans nos têtes et est un sujet que nous travaillons. Oui, c'est le cas, absolument. Alors c'est un projet, je l'ai dit à l'occasion de nombreuses réunions, c'est un projet extrêmement complexe. Quand vous regardez la parcelle qu'il concerne, c'est une parcelle qui contient et du commerce et des équipements publics, donc ça sera un projet d'ampleur. Et donc nous avons commencé en informant les commerçants, puisque nous aurons besoin d'avoir l'adhésion des commerçants au projet. Nous allons aussi, pendant ce mandat, continuer en concertant avec les habitants, comme nous avons fait sur l'hypercentre, pour qu'à la fin, le projet qui sera retenu soit un projet qui, évidemment, tienne compte de contraintes financières, tienne compte d'engagements au niveau du développement durable qui sont devenus absolument nécessaires, mais surtout soit un projet qui soit souhaité, voulu par les habitants du quartier. Alors il est temps pour nous de conclure et je souhaite la présence de Catherine, je le disais tout à l'heure, tu as la double casquette d'être à la fois sur la transition écologique mais aussi sur les finances. Et nous n'avons pas parlé du contexte budgétaire pour cette année, un contexte budgétaire contraint. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors effectivement, on aura un contexte budgétaire contraint et en même temps dans un moment où on a vraiment peu de visibilité et où le contexte change, enfin voilà, donc un contexte un petit peu compliqué. Donc la ville met à la disposition de ses administrés une large offre de services et c'est une offre, comme on l'a vu tout à l'heure, que nous adaptons pour répondre à l'évolution des besoins des habitants, par exemple pour les crèches. En parallèle, la ville poursuit son programme d'investissement soutenu et soutenable pour les administrés et les usagers, mais tout cela se fait, comme je le disais tout à l'heure, dans un contexte économique et général à la fois complexe et incertain, avec notamment une baisse continue des dotations de l'État et notamment, je pense, à la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Tous ces investissements, je vous rassure, se font avec un niveau d'endettement maîtrisé et ce sans hausse des taux d'imposition de la commune pour la 12e année consécutive. Nous venons de voter un budget 2022 de 69 millions d'euros, avec donc 51 millions d'euros en fonctionnement et 18 millions d'euros en investissement. C'est un budget solide, avec des dépenses axées sur nos politiques municipales phares, avec notamment 37% de l'enveloppe consacrée aux scolaires et à la petite enfance, 20% pour les loisirs et la jeunesse, et 15% pour la sécurité et le cadre de vie. Voilà. Merci Catherine. J'ajouterai un petit chiffre que nous avons appris la semaine dernière avec le trésorier payeur qui est venu nous présenter les résultats sur l'année 2020 et donc où il a pu nous dire qu'il y avait une très bonne gestion des finances sur la ville de Montigny, donc bravo à toi et puis bravo à toute l'équipe et à la direction générale et à Karine Loss, la directrice, pour cela. Mais nous avons aussi appris dans cette réunion que le niveau d'investissement par habitant à Montigny se situait autour de 400 € lorsqu'il était en moyenne sur le département des Yvelines à 300 €, ce qui nous place vraiment en très très bonne position. Nous continuons d'investir et d'investir très très fort pour la ville de Montigny et ça c'est un engagement que nous prenons depuis de nombreuses années et je suis très heureux lorsque je vois le trésorier payeur nous apporter des nouvelles de ce type.
Alors, ne partez pas tout de suite, nous arrivons à la fin de cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez su apprendre un certain nombre de choses. Pour qu'elle puisse se faire, il a fallu l'investissement d'un certain nombre de personnes, pas forcément un gros budget, mais des idées, de la débrouille. Et donc, je tiens à remercier beaucoup, évidemment, tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette soirée. Alors, je pense au cabinet du maire, évidemment, avec Virginie Provençal, Claudine Canet, Patricia, mais aussi avec notre service communication, avec Yann Pasco, avec les gens de la ferme du Manet, avec Pierre-Henri Morin, leur directeur, mais toute l'équipe qui ont aussi contribué. Je suis sûr que je vais oublier du monde en disant ça. On me montre quelqu'un du doigt, mais je terminais par lui. Je tiens à remercier tout particulièrement Antoine Beau, mon directeur de cabinet. Antoine Beau, ce soir, si vous voulez, c'est un peu... Alors là, je parle pour les gens d'un certain âge déjà, parce que pour les moins de 20 ans, ils ne pourront pas comprendre. Les costumes étaient de Donald Cardwell et les décors de Roger Hart. Eh bien, c'est Antoine qui était tout ça ce soir, Antoine Beau, qui s'est démené pour faire à la fois la présentation de cette soirée et en imaginer le scénario et en même temps faire toute cette mise en scène que vous aviez ce soir. Donc, un grand merci à Antoine Beau pour cet excellent travail. Alors, ne partez pas tout de suite. Nous allons vous montrer les images pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, aux 30 ans de la ferme, de voir le mapping que nous avions réalisé sur les murs de la ferme du Manet. Et puis, il y a aussi, en clin d'œil aussi, et ça, j'en suis très heureux, un message qui nous est remis par un sénateur que vous connaissez tous, un ami, quelqu'un qui m'est très cher et qui, ce soir, évidemment, ne pouvait pas ne pas être là et devait effectivement vous dire quelques mots. Et juste après cela, nous nous retrouverons un bref instant. Chers Inimontains, je voulais vous souhaiter tout simplement une très belle année 2022, du bonheur, de la réussite et surtout la santé. La santé qui nous est si chère, surtout en ce moment, avec cette pandémie qui n'en finit plus. Alors tout simplement, je voudrais vous souhaiter aussi beaucoup de courage pour affronter ces mois qui arrivent encore avec difficulté, mais je compte sur vous et sur l'ensemble des Français, car c'est de manière collective qu'on va s'en sortir. Et je sais que vous êtes attachés à tous ces principes, comme vous l'êtes aussi à votre ville de Montigny-le-Bretonneux, une ville que j'aime tant. Et je sais qu'aujourd'hui, elle est entre de très bonnes mains. Laura Merker, votre mère, et toute son équipe sont très dynamiques. Et il suffit de se promener dans les rues de cette belle ville pour voir qu'elle est toujours en progression, qu'elle est toujours proche de vos préoccupations. J'ai vu de nombreux bâtiments publics qui vont sortir de terre prochainement. Écoutez, je pense que c'est une belle réussite et surtout, c'est quelque chose un petit peu unique. On continue sur la même voie. C'est sur la voie du succès, sur la voie surtout de cet épanouissement familial qui nous est si cher. Alors, profitez bien de votre ville, profitez bien de votre famille et très belle année 2022. Alors nous revoilà, nous avons avec nous l'équipe Montigny Ensemble, les membres du CMJ qui sont là, les représentants de la minorité qui sont aussi avec nous ce soir. Alors un message tout simple ce soir, évidemment. Je vous souhaite une très très belle année. Nous vous souhaitons
une très très belle année 2022 à Montigny. Bonne année! Bonne année!